Autrefois, on pensait que la Terre était plate. Mais les navigateurs ont démontré que ce n'était qu'une illusion. L'horizon semble plat uniquement parce que notre planète est si vaste. Changez de perspective en volant assez haut et vous pourrez voir la courbure de la Terre. Vous entendrez souvent dans les vidéos platistes que la gravité n'a jamais été prouvée. C'est faux. Plusieurs expériences ont été faites et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment les différents scientifiques ont procédé pour les réaliser. Tout d'abord, il faut rappeler que c'est Newton qui a défini l'expression de la force d'attraction universelle entre deux masses quelconques. La formule de cette force est F égale grand G, grand M, petit m, divisé par D au carré. G est la constante de gravitation universelle qui n'était pas connue à l'époque de Newton, mais qui peut se mesurer avec la balance de Cavendish. On peut se demander d'ailleurs pourquoi Newton n'a pas réalisé cette expérience lui-même. La raison tient sans doute au fait que la balance de torsion n'était pas encore inventée. C'est Coulomb qui imagina cet instrument d'une sensibilité extrême et surtout exempt de frottement. Cette loi n'a pas été démontrée par Newton. Il l'a proposée, et comme les conséquences qu'il en a tirées s'accordaient avec les observations, la loi s'est trouvée vérifiée. Les astronomes comme Clairaut ont parfois douté de la justesse de cette loi, mais finalement la loi s'est révélée satisfaisante, du moins jusqu'à l'avènement de la théorie de la relativité générale. À partir de cette force et avec les trois lois qu'il a énoncées, Newton peut retrouver les lois de Kepler et décrire le mouvement des planètes. De nombreuses autres prédictions viendront progressivement conforter cette première théorie de la gravitation, comme le mouvement de la Lune ou les explications sur les marées. C'est le résultat de 1000 années de recherche, de controverses et d'affrontements. Cependant, nul n'est encore capable de prédire l'intensité de cette force, car la constante G n'est pas encore connue à l'époque. Newton montre mathématiquement et logiquement sa théorie de la gravitation universelle, mais il ne la valide pas concrètement par l'expérience. En effet, Newton n'a pas pour but de quantifier la loi, mais plutôt de faire de grandes avancées physiques. Mais il a quand même pensé à deux méthodes qui permettraient de mesurer la constante de gravitation universelle G. Soit par l'observation des perturbations que font sur la gravitation certaines portions de la Terre comme les montagnes, soit par la création de ce qu'on appelait à l'époque une planète artificielle. Il s'agissait en fait simplement de deux masses dont on se proposait de mesurer l'attraction réciproque. Le géophysicien Pierre Bouguer essaye la première méthode préconisée par Newton. Il essaye de mesurer la faible variation de la position d'un fil à plomb au voisinage de la masse d'un volcan des Andes. C'est ce qu'il fait au péril de sa vie. Cette expérience est un échec car les déviations obtenues sont beaucoup trop faibles. Il est intéressant de constater que son but était en fait de déterminer la densité de la Terre. Cette méthode est reprise par deux Anglais, Neville Maskelyne et Charles Hutton, en 1755. Ils font des expériences concluantes au pied d'une montagne en Écosse. Ils déterminent aussi la densité de la Terre et la trouvent comprise entre 4,5 et 5. La force d'attraction entre deux masses est très faible. Il faut donc attendre l'arrivée de nouveaux moyens techniques sensibles pour pouvoir mesurer cette force de très faible intensité. La vérification expérimentale commence grâce au travail de John Michell, qui est repris par Henry Cavendish en 1798. Ce dernier veut lui aussi trouver la densité de la Terre, mais de fait, il prouve par une expérience de laboratoire la théorie de la gravitation énoncée un siècle auparavant par Newton. Par la suite, Sir Charles Vernon Boyce confirmera les expériences de Cavendish en montrant que la miniaturisation du montage, loin de faire perdre la précision, permet au contraire d'améliorer les résultats. Charles-Augustin Coulomb fut l'un des premiers à utiliser le principe de la balance de torsion. Pour démontrer que la force entre deux sphères chargées est de la forme 1 sur r², il utilise une balance qui établit l'équilibre entre la force électrique et la force de torsion. Pour les expériences de Cavendish et de Boyce, c'est l'attraction gravitationnelle qui est compensée par la force de torsion.
Ce phénomène entraîne une torsion du fil qui maintient le système en équilibre. Initialement, les grandes sphères sont dans une position stable. Lorsque l'on approche ces grosses sphères des plus petites, la force d'attraction gravitationnelle entre les deux types de sphères va produire un couple tendant à faire tourner la tige. Les petites sphères s'approchent des plus grosses jusqu'à ce que la torsion du fil équilibre le couple gravitationnel. À la nouvelle position d'équilibre, il y a égalité entre le moment du couple de torsion et le moment provoqué par la force d'attraction. Cette condition va permettre d'obtenir une relation qui sera utilisée pour la détermination de la valeur de grand G. Lors du changement de position des grosses sphères, le fléau va passer d'un état d'équilibre à un autre. Il y aura rotation du fléau. La mesure de l'angle de rotation permettra de remonter au couple de torsion. Cependant, ce couple fait intervenir les caractéristiques mécaniques du fil de suspension. Pour déterminer ces caractéristiques, il suffira de mesurer la période d'oscillation de la balance. Ainsi, la mesure de la période d'oscillation et la mesure de l'angle de rotation du fléau permettent d'obtenir la force d'attraction. Pour déterminer l'angle de rotation du fléau, Cavendish faisait une mesure du déplacement d'une des extrémités. Boyce, lui, utilisait un petit miroir solidaire du fléau. La déviation d'un faisceau optique réfléchi par le miroir permettait de mesurer l'angle avec une plus grande précision, car la déviation du faisceau était double de celle du miroir. C'est la méthode de Poggendorff. De plus, du fait de l'utilisation de deux sphères attractives utilisées dans un sens et dans l'autre, un gain supplémentaire d'un facteur de 4 en résultait. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Cavendish n'a pas pour but initial de déterminer la valeur de la constante de gravitation universelle. Il veut calculer la densité moyenne de la Terre, ce qui est à l'époque une des grandes préoccupations. Pour réaliser ces mesures, il va utiliser une balance de torsion. John Michell développe un instrument de mesure capable de mettre en évidence l'attraction de petites quantités de matière. Son instrument n'est pas parfaitement opérationnel et malheureusement, il meurt avant de pouvoir achever son projet. À sa mort, l'appareil est remis au révérend Francis John Hyde Wollaston, professeur à Cambridge, qui n'apporte pas de modifications au montage car il n'a pas les commodités pour réaliser les expériences. C'est ainsi que Cavendish récupère l'appareil et le perfectionne afin de réaliser ses expériences. La rigueur et la précision qu'il apporte à ce montage sont remarquables pour l'époque et vont lui permettre d'obtenir de très bons résultats. Une des balances de torsion utilisées par Cavendish est constituée d'un fléau de bois long de 2 mètres, léger et renforcé par un fil d'argent, formant un triangle. Le fléau est suspendu horizontalement en son milieu par un fil de torsion de 1 mètre en cuivre argenté, maintenu à l'extrémité d'un support horizontal solidement fixé au mur. À chaque extrémité du fléau est suspendue une petite sphère de plomb de 5 cm de diamètre et de 730 grammes. Le tout est confiné dans une boîte en acajou pour protéger le dispositif des éventuelles perturbations venant de l'extérieur. 2 grandes sphères en plomb de 30 cm de diamètre, pesant 158 kg, sont suspendues à un système en bois et en cuivre. Elles sont positionnées à l'extérieur de la boîte en acajou. Le système de suspension est relié à un dispositif constitué de poulies que l'on peut actionner de l'extérieur, permettant la modification de la position des grandes sphères. On démontre ainsi l'existence de la force de gravitation entre deux masses, comme l'avait prédit Newton. Les forces engendrées sont si faibles, de l'ordre du micronewton, que l'expérience doit être protégée des éléments extérieurs. Cavendish doit isoler au maximum le dispositif. En plus de la partie confinée dans le coffrage en acajou, le montage entier est enfermé dans une pièce. Pour effectuer les mesures, il lui faut un dispositif permettant l'observation et le relevé des mesures de l'extérieur sans influencer la manipulation. Pour cela, il installe 2 télescopes dans des trous creusés dans le mur de chaque côté de la pièce, ainsi que des lampes. L'extrémité du fléau se déplace devant une petite échelle en ivoire graduée, permettant avec un vernier solidaire du fléau d'obtenir l'angle de torsion avec une grande précision. La lecture des mesures se fait à l'aide des télescopes et des lampes. Lors de ces expériences, il amène les grosses sphères au plus proche des petites, confinées dans le coffrage,
afin qu'elles subissent l'attraction gravitationnelle. Il y a un changement de la position d'équilibre et les deux centres de masse sont séparés de 22,5 cm. Il réalise la même opération lorsque les positions des grosses sphères sont inversées. Il obtient alors l'angle de torsion et peut en déduire la valeur de grand G. Il réalise deux séries de mesures avec deux fils de torsion de diamètre différents et garde les autres paramètres identiques. Le premier fil de torsion est en cuivre argenté d'1 mètre de longueur et de 34 micromètres de diamètre. La période d'oscillation est de 15 minutes. En réalité, le fil est trop fin et donc pas assez rigide. Cela pose un problème car l'attraction des masses fait légèrement dévier les petites sphères vers le bord de la boîte. De plus, un fil trop souple rend l'appareil trop sensible aux perturbations. Il réalise quelques mesures avec ce fil de torsion avant d'étalonner son expérience. Il fait une deuxième série de mesures avec un fil de torsion qui possède les mêmes caractéristiques que le premier, mais de diamètre 50 micromètres. La période d'oscillation est alors de 7 minutes. Cette expérience met en jeu une force de très faible intensité et nécessite beaucoup de précision pour obtenir une mesure acceptable. Lors de ces expérimentations, Cavendish doit faire face à des contraintes qui perturbent ses mesures. Il doit adapter son dispositif aux effets extérieurs, comme les courants d'air ou les vibrations du sol. De plus, il remarque que les oscillations continuent longtemps après l'expérience. Il étudie alors ce phénomène et constate que cela provient d'une différence de température entre les grandes sphères et le coffrage en acajou. Ce gradient de température entraîne des courants de convection. Il faut donc enfermer le système dans une enceinte ayant des dimensions les plus petites possibles. Cela permet aussi de limiter les variations de température au cours de la journée. Il doit prendre en compte les caractéristiques du fil de torsion afin d'optimiser ses mesures. La période d'oscillation doit être longue pour obtenir une bonne mesure, mais cela implique une augmentation des perturbations sur le système. Pour pallier ce problème, il se contente de prendre les 3 premiers extrémums et d'en déduire la position d'équilibre. Par ce mode expérimental, il réussit à obtenir une valeur de la constante de gravitation universelle de 6,754 10 puissance moins 11. Cette valeur est obtenue avec une grande précision par rapport aux autres expériences de l'époque. Elle est comparable à la valeur du système international actuel car elle n'en dévie que de 1,2%. La force d'attraction est de l'ordre de 1,54 10 puissance moins 7 newtons. La faible intensité de cette force entraîne une très faible déviation du fléau. En utilisant les conditions d'équilibre des moments, on obtient la valeur de l'angle de torsion de 0,247 degrés avec le premier fil, et avec le second fil, l'angle est seulement de 0,05 degrés. Ceci nous permet de juger de la difficulté de cette expérience à travers ces mesures très faibles de grande précision. Comme nous l'avons dit, le but initial de Cavendish était de peser la Terre, ce qu'il entreprend en comparant la force engendrée entre les deux masses, grand M et petit m, à l'attraction exercée par la Terre sur la même masse m, c'est-à-dire son poids, m fois g. Cette comparaison lui permit d'exprimer la masse de la Terre sans avoir explicitement déterminé la valeur de g. Il trouve la masse de la Terre égale à 5,98 10 puissance 27 grammes. Il calcule sa masse volumique en utilisant le volume de la Terre de 1,09 10 puissance 27 cm3. Il en conclut que la densité de la Terre est de 5,48. Cette valeur est une véritable surprise à l'époque, mais elle sera confirmée par les mesures modernes qui donnent la densité de la Terre à 5,54. Contrairement à Cavendish, Boys ne désire pas mesurer la densité de la Terre, mais il considère comme capitale la détermination de la constante de gravitation universelle. Selon ses dires, étant donné le caractère universel qui s'attache à la constante G, il me semble que c'est descendre du sublime au ridicule que d'annoncer les expériences dont je vais parler comme étant destinées à mesurer la masse de la Terre ou encore, avec moins de précision, le poids de la Terre. Il base ses expériences sur le même principe que celui utilisé par Cavendish. Il étudie les caractéristiques du fil de torsion.
Il remarque que plus la constante de torsion C est petite, plus l'angle de torsion est grand. Or, C varie avec le diamètre à la puissance 4. Il en déduit l'avantage qu'il y a à réduire les dimensions du dispositif. En effet, l'utilisation de sphères plus petites va lui permettre de faire une balance avec un fil de torsion de diamètre plus petit. Bien que cette modification entraîne une diminution de la force et par conséquent des couples que l'on cherche à mesurer, il va permettre d'obtenir un angle de rotation plus grand et donc une mesure plus précise. Il place son dispositif dans une caisse en laiton fermée par un couvercle. Un engrenage extérieur constitué d'un système de poulies avec des cordes permet de faire tourner depuis l'extérieur le couvercle qui supporte les grosses sphères. Dans un tube central, il place la balance de torsion. Le fléau est un miroir de 2,3 cm qui doit être léger et avoir une définition optique parfaite. Il le fixe sur un support en cuivre doré en forme de croix. À chaque extrémité s'accrochent les fils de suspension des petites sphères. Au départ, les 4 masses sont dans le même plan. Il n'y a donc pas de couple de torsion agissant sur le fléau. Ce fléau est suspendu à l'armature par un fil de quartz de 1 mètre de long et de 2 micromètres de diamètre. Il porte 2 petites sphères en or de 2,7 grammes. Elles sont suspendues de chaque côté et positionnées de façon à ce que leur centre de masse corresponde à celui des grosses sphères. Boyes fabrique lui-même les 2 types de sphères pour qu'elles soient parfaites et homogènes. Les 2 grosses sphères de 7,5 kg en plomb sont suspendues au couvercle par des fils de bronze phosphoreux. Boyes ajoute un système de contrepoids pour alléger le couvercle et limiter les frottements lors de la rotation. Les sphères situées de chaque côté du fléau ne sont pas suspendues à la même hauteur pour réduire l'attraction parasite de la sphère opposée et ne pas engendrer d'erreurs supplémentaires. Comme Cavendish, Boyes constate de fortes perturbations causées par une variation de la température en différents points de l'appareil. Pour pallier cette difficulté, il isole le système dans une double caisse de bois. Elle possède des parois remplies de watts et des fenêtres en mica pour permettre de faire les mesures sans produire un déplacement de l'image. De plus, il effectue ses manipulations dans un souterrain dépendant du Clarendon Laboratory à Oxford, où il isole le système du reste du souterrain par des écrans de feutre. Boyes procède à des mesures minutieuses de la distance entre les fils qui supportent les 2 types de sphères, de la masse des grosses sphères, de l'angle de déviation du fléau et de la durée des oscillations pour différentes conditions initiales. Pour ne pas perturber le système, toutes les manipulations s'effectuent de l'extérieur. Les observations sont réalisées avec 2 télescopes, l'un utilisé pour la lecture des angles de déviation et l'autre pour lire la rotation du couvercle. Il installe une lampe qu'il peut déplacer derrière une échelle transparente afin de lire les mesures. Pour être sûr de trouver la balance dans un état stationnaire et de permettre au système d'avoir une température uniforme, il attend 3 jours avant de faire ses mesures. Il a pratiquement étudié tous les paramètres qui sont susceptibles d'augmenter les erreurs, mais il y en a un qu'il ne peut pas maîtriser, ce sont les vibrations du sol. Il réalise donc les mesures la nuit et le dimanche. Il réalise les meilleures mesures pendant la grève des charbonnages durant laquelle les trains sont arrêtés. Son dispositif est tellement sensible que lors d'une de ces mesures, il observe une grande variation sans pouvoir l'expliquer. Il apprendra plus tard que cela était dû à un tremblement de terre dont l'épicentre était situé en Roumanie. Boyes donne alors une valeur de la constante de gravitation universelle égale à 6,663 10 puissance moins 11. Il confirme ainsi la valeur déduite des mesures de Cavendish et montre par sa précision l'intérêt qu'il a à diminuer les dimensions. Depuis la première expérience réalisée par Cavendish, puis celle de Boyes, la technique n'a jamais cessé d'être améliorée. En 1942, Hale réalise la première mesure moderne. Il détermine la période du pendule pour 2 positions différentes des masses attirantes. En 1969, une autre expérience est faite par R.D. Rose, sur le même principe que celui de Cavendish. Un système permet à l'ensemble du montage de faire une rotation autour d'un axe vertical correspondant à l'axe de torsion.
Les deux grosses masses tentent à faire bouger le pendule de torsion. Un mécanisme fait tourner l'appareil en sens inverse de manière à annuler la déviation du pendule de torsion. Le fil de torsion est soumis à une accélération que l'on mesure pour déterminer la valeur de G. En 1986, on fixe la valeur officielle de la constante de gravitation universelle à 6,67259, 10 puissance moins 11.